En pleine crise sécuritaire, majorité et opposition se livrent à une bataille plutôt politique. Accusations, récusations, les conférences de presse et autres sorties publiques se multiplient. Ce soir, dans le fauteuil blanc, je reçois pour vous le secrétaire exécutif national du MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, Lassane Savadogo, dans la surface de vérité. Bonsoir. Bonsoir, M. Gabriel. Merci de répondre à notre invitation. Merci. Oui. D'abord, je rappelle que vous êtes le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. Il y a l'affaire justement de recrutement frauduleux dans votre institution avec ce nouveau rebondissement. Et on l'a vu, un arrêt de la Cour de cassation datant du 17 juin. Est-ce que ça veut dire que c'est un retour à la case départ? Autrement, est-ce qu'il faut suspendre les 84 agents concernés en attendant la décision de la Cour d'appel autrement composée? C'est ce qu'on pourrait avoir comme interprétation, la décision, l'arrêt rendu dernièrement par la Cour de cassation. Il y a une décision qui avait été prise en 2019 par la Chambre sociale, la Cour d'appel de Ouaga, nous intimant de procéder au recrutement de l'ensemble des 84. Et ce que nous avons eu à faire, nous avons constaté qu'il fallait épuiser les procédures. Donc c'est au niveau de la direction générale que j'ai décidé d'aller en cassation. Malheureusement, la cassation a duré, ça a pris 2 ans. C'est la semaine passée, le jeudi passé, que nous avons reçu officiellement notification, la grâce du jugement qui a été rendu par la Chambre de la Cour de cassation et qui renvoie le dossier à la Cour d'appel, autrement composé, pour statuer à nouveau sur le dossier. Donc, la formulation de l'arrêt est que les candidats doivent être renvoyés dans les statuts antérieurs avant la décision d'ordonnance en référé, la Chambre sociale donnée par la Cour d'appel. Or, à ce niveau, il y a plusieurs juridictions qui ont été saisies de ce dossier, dont il s'agit pour nous de voir clairement quelle est cette situation antérieure qui était la leur, avant que l'ordonnance, la Chambre sociale, la Cour d'appel soit rendue. Donc nous sommes dans cette étape-là actuellement. C'est une situation juridique assez difficile pour la maison. C'est très difficile, très difficile. Parce que là, les agents ont commencé à travailler depuis très longtemps. Ouais, depuis plus de 2 ans. Depuis plus de 2 ans. Du coup, la maison doit perdre gros financièrement, je veux dire. Perdre gros, oui, mais c'est possible. Il y a également, c'est des agents qu'on a recrutés parce qu'on a besoin de ces personnes. On a besoin de ces personnels. Ces personnels occupent aujourd'hui des postes de travail. Si du jour au lendemain, on doit procéder à la suspension de leur contrat, il faut en même temps voir comment vous allez pouvoir occuper les vides que ces agents vont laisser pour que les différents services continuent à fonctionner normalement. Donc, ce qui suppose qu'on évalue la situation et qu'on voit les difficultés que cela va poser et qu'on voit quelles sont les solutions qu'on peut apporter à ces questions-là en attendant que le dossier soit vidé définitivement. D'accord. Parlons à présent de politique, justement, avec tout ce qu'on constate actuellement au niveau de l'actualité. L'opposition politique n'a pas le monopole du souci sécuritaire. C'est vous qui le dites, hein? Pensez-vous vraiment que le souci des Burkinabés aujourd'hui, ce sont vos bagarres politiciens pour savoir qui a le monopole ou pas du souci sécuritaire? Est-ce que les Burkinabés n'attendent pas plutôt de l'action pour leur sortie d'affaires, tout simplement? Mais quand je dis cela, c'est pour aller dans le sens que vous êtes en train d'énoncer. C'est-à-dire l'opposition, le CEFOP, donne l'impression que c'est eux qui se soucient de la sécurité des Burkinabés mieux que toute autre personne. Je dis c'est cette vision-là, c'est une vision qui est inacceptable. Tous les patriotes, tous les Burkinabés, à commencer par le président du Faso, le gouvernement, le parti majoritaire et ses alliés,
sont également préoccupés par la question sécuritaire. Oui, mais il se trouve que l'opposition joue simplement son rôle de contre-pouvoir. Pourquoi vous ne comprenez pas cela comme ça? On comprend ça parfaitement, puisque ce qu'on souhaite même, c'est que tout le monde se mette ensemble pour travailler contre l'insécurité, pour que notre pays renoue avec la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire. Vous auriez pu marcher à l'appel de l'opposition. Si c'était pour soutenir les forces de défense et de sécurité dans les combats titanesques qui est mené sur le terrain, nous n'aurions trouvé aucun inconvénient à nous associer à une telle marche. Mais seulement nous avons constaté qu'il y a d'autres motivations qui étaient à la base de cette initiative-là. Voilà pourquoi ils n'ont pas voulu nous associer et voilà pourquoi aussi nous, on ne pouvait pas s'y associer. Sinon, si c'est pour marcher, pour soutenir les FDS, si c'est pour marcher, pour que la sécurité revienne au Burkina Faso... C'est l'objectif principal. Ben, ça a évolué dans les... La preuve, il n'y avait pas que des militants de l'opposition. Mais ça a évolué au départ, ce n'était pas ça. Par la foi des choses, les objectifs de la marche là ont connu des changements pour s'adapter aux réalités du terrain. On a l'impression que vous, politiques, vous êtes dans la logique électoraliste alors que le mal est profond. Nous n'est pas dans une logique électoraliste, pas du tout. C'est la compréhension que vous avez, je pense que ce n'est pas la bonne compréhension. Quand vous regardez ce qui s'est passé la dernière fois, curieusement, vous constatez qu'il y a une reconstitution de la scène politique entre les partis qui étaient dans le mouvement insurrectionnel et les partis qui étaient au pouvoir renversés par l'insurrection. Schématiquement, c'est comme ça. À quelques partis près, à quelques leaders près, c'est ça la réalité. Donc, le sentiment que nous avons eu, c'est qu'on a voulu utiliser le prétexte sécuritaire à des fins de règlement des comptes politiques. Vous avez utilisé le prétexte de l'article 37 à des fins de règlement politique. Non, ce n'est pas un règlement. C'est la même chose, non, c'est pas la même chose. Nous n'avons pas été renversés par le pouvoir de Blaise Compaoré. Nous avons quitté, pour la plupart d'entre nous en tout cas. Et on savait aussi que vous avez été mis à l'écart à l'époque de la gestion du parti au pouvoir. C'est aussi ça, les frustrations qui vous ont amené à claquer la porte. Ça veut dire qu'on a été mis à l'écart là, pourquoi? On a été mis à l'écart là parce que justement, on était contre les tendances qui étaient en train d'être mises en œuvre au niveau du parti majoritaire. Et c'est une des tendances là. C'était la modification de l'article 37. Est-ce que c'était vraiment ça? Le fond du problème, c'est ça. Je pense que, si vous vous rappelez bien... Parce qu'au dernier congrès, justement, beaucoup d'entre vous ont été mis à l'écart. Non, moi, personnellement, pour ce qui me concerne, ce n'est pas cette lecture-là que j'ai. Ça veut dire que le parti, le CDP, c'était un grand parti, c'était un grand rassemblement. Il y avait donc pas beaucoup de... Je ne peux pas dire, il y avait je ne peux pas dire qu'il y avait des clans, mais non, ce n'est pas les clans, mais on n'a pas la même façon d'analyser la situation. On n'a pas la même façon d'imaginer l'avenir de ce pays. On avait des conceptions différentes et des pratiques également différentes. Et à un moment donné, on ne pouvait pas continuer ensemble. On a décidé de nous séparer pour ne pas nous compromettre dans la gestion de certaines questions sensibles qui étaient déterminantes pour l'avenir de ce pays-là et du processus démocratique. Mais pourquoi voulez-vous voir partout de la récupération politique alors que, encore une fois, la situation elle est critique et tout citoyen devrait pouvoir interpeller le pouvoir, ceux qui ont la gestion de la question sécuritaire, à trouver des solutions? Ça veut dire quand les populations sont sorties, ils ont marché à Fada. Est-ce que vous nous avez entendu dénoncer cette marche? Est-ce qu'on a parlé de l'équipation politique lors de cette marche? Quand ils sont sortis à Dourié, ils ont marché. Est-ce que vous nous avez entendu réagir par rapport à ça? Ils sont sortis à Titaou. Le haut commissariat a été un peu saccagé. Est-ce que donc le parti a fait une sortie par rapport à ça? Nous faisons la différence entre les populations qui souffrent de l'insécurité et qui expriment leur ras-le-bol. Nous faisons la différence entre ces sortes de manifestations dont on parle de désarroi, de demandes de secours,
par rapport à des gens, à d'autres personnes qui considèrent que c'était la sécurité, l'insécurité, c'est un jugement d'opportunité qu'il faut utiliser à des fins purement électorales, à des fins politiques. C'est Oui, ça la mais différence. pour l'insurrection, c'était pareil, c'était le même schéma. Vous étiez au niveau du CEFOP, la plupart des manifestations, c'était à l'appel du CEFOP, mais à l'époque, est-ce que le pouvoir aurait pu être aussi dans cette approche des choses pour dire que c'est juste de la récupération politique? Mais au niveau de l'opposition à l'époque, vous disiez tout simplement que c'est le peuple. Vous parlez au nom du peuple. Mais nous, c'est pas, je dis, on ne peut pas comparer les deux situations. Les choses étaient suffisamment claires. Hein. Nous, on avait sous... L'article 37, c'est plus important que la situation Non, c'est pas sécuritaire une histoire, aujourd'hui? c'est pas que c'est plus important. Ça veut dire qu'on n'est pas que l'article 37 a polarisé le peuple du Burkina Faso entre ceux qui étaient pour la modification de l'article 37 et ceux qui étaient contre sa modification. Pour la question sécuritaire, il n'y a pas de polarisation. Tous les Burkinabés, en tout cas dans leur écrasante majorité, sont ensemble pour lutter contre l'insécurité. Oui, c'est ça le principe. pour demander à ceux qui gèrent le pouvoir d'apporter les solutions. Non, mais également, vous savez très bien, Don que c'est un travail qui demande la contribution de tout un chacun. Le pouvoir a sa partition à jouer naturellement, et chaque citoyen pris individuellement a son rôle également à jouer. Quand vous prenez, les VDP, vous prenez les Kolbioko, vous prenez les populations qui habitent dans les localités impactées par l'insécurité. Elles interviennent spontanément pour protéger leur vie, protéger leurs biens et protéger les terres. Ça veut dire que ce n'est pas un sujet, à notre point de vue, qui doit faire l'objet de divisions entre les Burkinabés. C'est ça, ce sujet-là doit nous rassembler. Mais il y a des Burkinabés qui ne sont pas en sécurité et qui ont l'impression d'être abandonnés. Voilà justement pourquoi nous devons nous mettre ensemble pour faire revenir la sécurité sur l'ensemble du territoire national et au profit de tous les Burkinabés sans aucune distinction. Ce n'est pas le moment pour nous d'étaler les divisions qui existent entre nous. Nous pouvons nous permettre le luxe de nous diviser sur d'autres questions. Mais par rapport à la question sécuritaire, nous devons faire un front commun. Ce n'est pas une division, c'est juste une interpellation. Mais c'est aussi que ce n'est pas une interpellation, vous le savez bien. C'est une interpellation, donc c'est clair et net, personne ne va se plaindre. On a l'impression qu'au niveau de la majorité, vous avez l'art, quand on pose les questions de fond concernant la République, de ramener tout sur le plan politique. Ce n'est pas nous qui avons amené cette question. Le plan des bagarres politiques. Non, ce n'est pas nous qui avons amené cette question sur le plan politique. Vous savez très bien que le dialogue politique qui a été la dernière séance, session du dialogue politique, qui a eu lieu dans le courant du mois de juin passé, la question sécuritaire était inscrite au point numéro 1. Et à cette occasion, les ministres en charge de la sécurité, les chefs d'état-major général des armées sont venus. Ils ont fait des communications. Il y a eu des échanges entre l'opposition, la classe politique représentée au dialogue politique, et les forces de défense et de sécurité. Ils nous ont expliqué dans les interventions, les différents responsables chargés de la gestion sécuritaire nous ont expliqué ce qui se passe sur le terrain, les difficultés auxquelles ils sont confrontés, les formes de soutien qu'ils peuvent attendre de tout un chacun pour venir à bout de ce phénomène. On est arrivé à un consensus par rapport à ça. Le seul point de divergence qu'on a constaté, c'est que l'opposition a demandé la démission du Premier ministre, donc ce qui veut dire démission du gouvernement, et la démission du ministre de la Défense. Je pense que c'est d'ailleurs même c'est surabondant, parce que la démission du Premier ministre entraîne ipso facto le départ de tout le gouvernement. Donc ce n'est pas la peine encore de demander la démission du Premier ministre et la démission du ministre de la Défense. Peut-être qu'ils demandent le plus pour obtenir... Non, vous demandez seulement, si vous demandez la démission du Premier ministre, vous savez, si le Premier ministre démissionne, c'est une mauvaise lecture, une mauvaise compréhension de notre Constitution. Le Premier ministre démissionne, tout le gouvernement démissionne. Donc, ce n'est pas la peine de demander les deux à la fois. Nous avons dit que ce n'était pas le cadre, le cadre du dialogue politique n'est pas le cadre indiqué pour demander la démission du gouvernement. C'est interdit de le faire dans ce cadre. Ce n'est pas interdit de le faire, mais nous pensons... Puisqu'il est question de trouver les solutions aux problèmes des Burkinabés, si l'opposition a l'impression que ce gouvernement
n'est pas la solution au problème, elle est en droit de demander la démission du gouvernement, Je ne vais pas entrer dans ce débat-là, mais vous savez très bien que ce n'est pas en faisant un jeu de chaises musicales, ce n'est pas en changeant les hommes que vous allez obtenir ipso facto les résultats attendus sur le terrain. Il y a toute une batterie de mesures qui doivent être prises pour que nous puissions venir à bout de ce phénomène. Mais ce sont ces mesures qui ne viennent jamais. Mais ces mesures ont été annoncées par le chef de l'État par la suite. Et elles ont commencé à être mises en œuvre. Et ça donne des résultats sur le terrain. Juste après la suspension de la participation de l'opposition au dialogue politique et juste après les différentes marches. Non, mais ça, c'était programmé avant. Ce n'est pas, non, il n'y a pas de lien entre les deux. Il n'y a pas de lien. C'était programmé bien avant. C'est peut-être donc pas la volonté de l'opposition de récupérer cette situation qui l'a amené à sortir du bois et a donné l'impression que le président du Faso, en prenant ces décisions, a cédé donc pas à certaines de ses revendications. On a l'impression que vous n'entendez que le langage de la rue. Non, c'est pas exact. C'est pas exact. Ça veut dire donc vous savez très bien que ce qui a été fait, ce qui a été fait sur le terrain, si c'est depuis le dialogue, la rupture du dialogue politique, là, qu'on devait commencer à préparer cela, on n'allait pas avoir ce qui se passe sur le terrain là actuellement. Ça a été préparé de longue date. Moi, je suis d'une région impactée par l'insécurité. Vous voyez, donc pas dans la zone de l'Orum. Demandez ce qui se passe là-bas. Les actions qui ont été menées par nos forces de défense et de sécurité. Le Loroum continue de se vider de sa population. Non, je pense que la situation ces derniers temps a connu une nette évolution. Ça va mieux dans le Loroum? Dans le Loroum, beaucoup mieux. La population regagne Je ne peux pas dire qu'elle regagne. Le village, je ne peux pas dire qu'elle regagne, mais je pense qu'il y a des actions énergiques. Visiblement, Titao semble être la zone la mieux sécurisée aujourd'hui dans la zone. Non, je pense que si vous informez, je ne voudrais pas trop anticiper. Les informations que j'ai également montrent que ces derniers temps, il y a eu des actions énergiques qui ont été menées par les forces de défense et de sécurité, les VDP et les populations à la base, qui ont donné des résultats que les populations apprécient à sa plus grande portée. Pourtant, les attaques, ça continue. Récemment, on vient d'apprendre encore ces deux gamins qui sautent sur une mine. Oui, là, ça, ce sont des situations déplorables. Mais c'est difficile de prévenir tout ça. Je pense que ce qu'il faut faire là, c'est arriver à identifier. Après cela, on s'attendait quand même à des actions assez énergiques. Mais il y a des actions énergiques. Je pense que les choses vont monter en puissance progressivement. Nous avons bon espoir que nous viendrons à bout de ce phénomène-là, avec ce qui est engagé actuellement et ce qui sera engagé. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des changements à la tête des départements de la défense et de la sécurité, mais vous savez bien, ce n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà. C'est vrai, il y a eu aussi ces concertations avec les entités des forces de défense et de sécurité, mais les actions fortes, on les attend toujours. Bon, les actions fortes, je pense que je ne vais pas me répéter. Les actions fortes ont commencé à être mises en œuvre. Je vous ai dit que ce n'est pas les changements des responsables à la tête des départements ministériels qui, comme par un effet magique, qui vont produire des changements de la situation sur le terrain. Il y a toute une batterie de mesures qu'il faut prendre. Et ces mesures ont été annoncées. Au niveau du commandement militaire? Je ne dis pas, je ne sais pas rien, ce n'est pas exclu, mais ce n'est pas uniquement ça également qui peut changer, bouleverser fondamentalement la donne. Il y a tout un ensemble de problèmes qui ont été identifiés et les mesures de réforme, de changements qui ont été annoncés par les chefs de l'État vont permettre de remédier à toutes ces insuffisances-là. Et ce qui va nous permettre de maximiser nos chances dans le combat contre le terrorisme. En tant que fils du Loroum, vous entendez le cri de détresse des populations? Je vis ça tous les jours. Je suis de la région du Nord, je suis burkinabé. On sent chaque jour quand les cris des populations, les cris de détresse des populations, comme Majoari par exemple, c'est une situation qui est très grave. Quand vous prenez la zone de Bourzanga, c'est très grave. Comme c'était le cas à Solhan. L'armée actuellement est présente à Solhan. Je pense que les dispositions sont prises pour assurer la sécurité de cette zone. Je vous dis que dans la zone du Loroum, il y a eu des initiatives qui ont été développées qui donnent de bons résultats. Je suis convaincu que dans les jours, les semaines à venir, d'autres actions seront menées et nous avons bon espoir
de pouvoir donc avoir des résultats satisfaisants. Je pense même qu'il faut féliciter le président du FASO, il faut féliciter le gouvernement, il faut féliciter nos forces de défense et de sécurité pour le travail qui est fait. Et si c'était nous, c'est nous qui le disions, donc les gens peuvent en douter. La dernière fois, j'écoutais le président Macron qui dit que le Burkina Faso a décidé de défendre donc son territoire. Se prendre en charge. Se prendre en charge. Je pense que c'est ça le plus important. Et parce que si nous avons pris l'engagement de nous prendre en charge, c'est que nous avons confiance en nos capacités à pouvoir donc vaincre ce phénomène-là et assurer la sécurité à nos populations. Il y a la décision, mais il ne faut pas que ça reste dans la bouche, il faut de l'action. Oui, il y aura les actions, bien entendu, mais pour que ce qui est important, c'est le résultat. Le résultat qu'il faut avoir. Parce que dans le même temps, les derniers chiffres le montrent clairement que le nombre de déplacés internes bien sûr, a augmenté. Oui, maintenant on est à peu près à 1,3 million déplacés, bon, donc il y a une augmentation de plus de 200 000. Mais c'est un baromètre naturellement donc dépend de la montée de l'insécurité dans notre pays. Mais je pense donc que si on arrive à traiter convenablement les poches d'insécurité qui existent donc dans une grande partie de notre territoire, ces problèmes-là trouveront sa solution. Les populations pourront repartir, vivre dans les localités comme c'était le cas avant l'apparition du phénomène de l'insécurité. Donc c'est un phénomène provoqué par l'insécurité. Donc il faut lutter contre l'insécurité et cela va permettre donc de limiter les déplacements et permettre également aux populations qui se sont déplacées de pouvoir repartir dans leurs localités respectives. Oui. En attendant, l'impression que vous donnez au niveau de la classe politique, c'est que vous êtes dans votre guéguerre, vos bagarres politiques, si bien que vous ne semblez pas vraiment prendre en compte les réels problèmes des Burkinabés. Et il y a le professeur Soma, justement, lors de la rentrée politique de son parti politique, Soleil d'Avenir, qui est revenu sur la nécessité donc d'opérer le changement générationnel. Franchement, M. Savadogo, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps de faire de la place, justement, à un rafraîchissement de la pensée et de l'action politique? Écoutez, ça, nous sommes dans une démocratie ou pas? Si nous sommes dans une démocratie, ce n'est pas par un décret ou bien par un texte législatif qu'il faut prendre une décision pour dire que on procède donc pas à un changement donc pas générationnel au niveau de la classe politique. Ça va être personnel. Oui, mais chacun donc pas mesure ses propres responsabilités et à un moment donné, c'est ce qu'il doit faire pour que les choses là donc pas aillent au mieux dans l'intérêt de tout le monde. Vous êtes gagné par la saturation, non? La sclérose au niveau... Vous savez, oui, je ne pense pas que vous croyez donc pas à ce que vous dites. Vous savez, pour moi, la question des gouvernants, ce n'est pas une question d'âge. C'est une question d'idée. C'est une question de programme. C'est une question d'être à mesure de proposer des alternatives. Est-ce que vous avez encore des idées nouvelles à apporter à ce pays après tant d'années? Après tant d'années, c'est que nous sommes arrivés au pouvoir en 2015. Mais vous étiez là, sous Blaise Compaoré. Bon, on était là. Vous avez été ministre sous Blaise Compaoré. Beaucoup de personnes également étaient quelque chose sous Blaise Compaoré. Oui, mais c'est toute cette classe qu'on veut voir partir aujourd'hui. Mais ça, il y a les élections qui sont là. Il y a les élections qui sont là, il y a l'élection présidentielle, il y a les élections législatives, il y a les municipales. Ce qui compte, ce n'est pas ce que certaines personnes pensent à Ouaga. Le plus important, c'est ce qui se passe sur le terrain. Et quand vous allez sur le terrain, vous constaterez que les populations apprécient la mise en œuvre du programme du président du Faso, qui se traduit par des réalisations concrètes au profit du bien-être des populations. C'est ça le plus important. Ah bon, vous avez mesuré les populations? Naturellement, nous avons fait bien sûr, nous avons fait des élections en 2020. Vous savez très bien comment nous sommes allés vers l'électorat. Nous sommes partis avec un bilan, province par province, commune par commune. Oui, M. Savadogo, est-ce qu'aujourd'hui, nos populations encore votent les programmes, les bilans? Les populations votent. Ce sont vos billets de banque qui ont beaucoup non, plus parlé? Non, là, je préfère vous dire que si vous allez sur le terrain, quand vous écoutez les populations, elles vous disent, avant votre arrivée au pouvoir, voilà la situation dans laquelle on était.
Après l'arrivée au pouvoir de Roch-Marc Christian Kaboré et du MPP, voilà ce que nous avons eu comme réalisation en termes d'infrastructures routières, en termes d'écoles, en termes de santé, en termes de forage, en termes de barrages, en termes d'électrification, dans différents domaines. Oui, ils ne vous ont pas dit également qu'avant votre arrivée, ils étaient en paix, ils n'étaient pas déplacés dans leur propre pays et qu'aujourd'hui, c'est le cas? Ça dépend des zones. Si vous parlez comme si c'était tout le territoire national qui était plongé dans une insécurité chronique, je pense que c'est une mauvaise analyse. Et même dans les zones impactées par l'insécurité, les populations ont une hauteur de vue. Les populations savent faire la différence entre ceux qui se battent effectivement pour leur sécurité et ceux qui veulent exploiter l'insécurité à des fins politiciennes. Vous êtes encore dans le débat politicien. Parlons à présent de la crise à la CENI, ou disons de la crise latente à la Commission électorale nationale indépendante. Le Sao Naba, représentant de la chefferie coutumière, est votre militant? Non. Il n'est pas votre militant? Non. On l'a vu battre campagne. Écoutez, même des citoyens qui ne sont pas affichés dans un parti politique peuvent décider de battre campagne pour un candidat à l'élection présidentielle. Mais à partir du moment où on a battu campagne pour un candidat à l'élection présidentielle, forcément la coloration politique, elle est là. Vous m'avez demandé s'il était notre militant. Je vous réponds que nous n'avons pas le Sao Naba parmi nos militants. Il n'est pas votre militant? Il n'est pas notre militant, c'est quelqu'un que je connais bien parce que j'ai eu la chance, l'honneur de l'avoir comme étudiant à l'École nationale d'administration quand il fait sa formation d'administrateur civil. C'est quelqu'un que je connais bien, que je respecte beaucoup, qui a des qualités énormes. Et c'est systématiquement, même au niveau de la dernière commission constitutionnelle, je ne peux pas dire que c'est lui qui conduisait la délégation de la chefferie coutumière et traditionnelle, mais il faisait partie des personnes qui ont été proposées par la chefferie coutumière et traditionnelle pour la représenter au niveau des débats de la commission constitutionnelle. Donc c'est quelqu'un qui est toujours resté dans son rôle de représentant de la chefferie coutumière et traditionnelle ces dernières années. Je sais, quand nous avons créé les MPP, c'est quelqu'un avec lequel j'ai de très bonnes relations. Je sais qu'il avait la possibilité de venir vers nous. Il n'a pas la carte du parti? Non, il n'a pas la carte du parti. Mais il a quand même battu campagne à vos côtés. On a vu des images colportées par le CEFOP par rapport à sa contribution à l'élection du président du Faso. Mais j'ai dit que le président du Faso n'a pas été voté uniquement par les partis politiques et leurs militants. Le président du Faso a été voté également par des citoyens qui n'ont aucune appartenance partisane. Toujours est-il qu'il a une préférence. Et pourtant, l'article 10 du Code électoral est assez clair là-dessus. Le président de la CENI doit venir de la société civile. Il était proposé par la société civile. Il était proposé par la chefferie coutumière. Oui, mais à partir du moment où il a déjà battu campagne pour un candidat, ça pose problème. Non, ça ne pose aucun problème. Ça ne pose aucun problème. Même dans le cas où il serait militant d'un parti politique. Ce que le Code électoral exige, c'est qu'après sa nomination comme commissaire de la CENI, il a l'obligation de respecter le statut de commissaire de la CENI. Donc, il ne doit pas appartenir à l'organe dirigeant d'un parti politique. Oui, comment on garantit ça après, une fois qu'il est élu, qu'il ne va pas travailler en faveur d'un camp, à partir du moment où la couleur politique est assez avérée? Écoutez, vous ne pouvez pas, ça dépend on est dans le cadre de la loi et on agit en fonction de ce que la loi prévoit dans chaque cas de figure. Maintenant, il y a des choses, ce n'est pas parce que... Vous savez, M. Sawadogo, que même pour ceux qui étaient déjà à la tête de cette institution, il y a toujours eu ces suspicions, même avec Newton Ahmed Bari, il y a toujours eu ces suspicions. Donc déjà que le prétendant a déjà travaillé ou accompagné la candidature d'un homme politique, vous comprenez que ça va être difficile justement en cas de contentieux de ne pas voir justement cette tendance. La CENI est composée de 15 membres. Il y a 5 qui viennent de la majorité politique, il y a 5 qui viennent de l'opposition, 5 qui viennent de la société civile,
dont 3 des associations religieuses, 1 la chefferie coutumière et 1 des associations des droits humains. Vous pensez donc pas que le seul représentant de la chefferie coutumière et traditionnelle, même élu président de la CENI, c'est lui qui va imposer sa volonté aux autres composants de la CENI. Je pense qu'il ne faut pas... Non, il ne faut pas... C'était le cas avec Newton, mais il y a quand même eu des suspicions. Écoutez, vous ne savez pas, il y a eu des suspicions, mais personne ne remet en cause fondamentalement les résultats ici des dernières élections. Parce que tout le monde s'implique, tous les commissaires s'impliquent pour s'assurer que le processus se fait conformément aux règles de l'art et en conformité avec les textes qui encadrent les élections au Burkina Faso. Il y a un équilibre qui est établi en fonction des couleurs, les politiques, la société civile, etc., droits humains. Mais s'il y a une petite coloration, vous comprenez que ça peut déséquilibrer, non? Si vous entrez dans ce débat, c'est un débat sans issue. Sans issue, parce que vous, Guébré, je vous connais en tant que journaliste, mais c'est possible, quelqu'un d'autre peut dire, mais il est journaliste, mais en réalité, dans son cœur là, il milite pour un parti politique. Il a des préférences pour tel parti politique. Est-ce qu'on peut entrer dans ce genre de considération-là? Où est-ce que ça peut nous conduire? Pour vous, ça ne vous gêne aucunement que... L'essentiel, il y a un toilettage. Une fois que vous êtes élu commissaire, vous êtes nommé commissaire à la CENI, il y a un toilettage qui s'impose. Même si vous aviez je sais pas, vous pensez, chaque fois que vous parlez de l'appartenance à un parti politique, ce n'est pas uniquement ça. Le commissaire de la CENI doit être quelqu'un qui est indépendant de toutes les forces de pression possibles. Oui, c'est ce que disent les textes, mais voilà. Dans la réalité... Oui, dans la réalité, pourquoi on a vu ces commissaires de l'opposition qui ont fait blocage lors des résultats, par exemple. Donc, les appartenances politiques surgissent quand il y a contentieux. Non, ça ne dit pas que la façon dont la CENI est organisée, la façon dont la CENI fonctionne. C'est vrai, moi, ces genres de questions-là, ça nous interpelle par rapport à des axes de réforme qu'il faut faire au niveau de la CENI. Moi, ce que je vais dire, c'est un point de vue personnel. Je pense qu'il faut évacuer toute la représentation politique là, de la CENI. Et puis arriver vraiment... Une administration électorale professionnelle. Les partis politiques peuvent avoir des observateurs. Tout à fait. Pour suivre ce qui se passe. C'est l'alternative. Et alerter. Mais toute la composition... C'est ce qui se passe, je crois, au Ghana. Voilà, toutes les choses là, la composante politique là doit être évacuée de la CENI, purement et simplement. Et nous sommes en train d'élaborer une nouvelle constitution. J'ai bon espoir qu'elle... Vous êtes partant pour cette option? Moi, personnellement, chez moi, c'est ma préférence. D'accord. Alors, parce qu'on voit dans cette affaire de Saonaba la main invisible de la majorité. Comment des gens peuvent faire des analyses de ce genre? Vous pensez que le Moro Naba, c'est quelqu'un que le parti peut manipuler? Je dis... Moi, j'ai assisté chaque fois qu'on n'est pas dans de nombreux cas de rencontres. Quand la chefferie traditionnelle de Coutumier doit être représentée, j'ai toujours vu le Saonaba en tant que représentant de la chefferie coutumière du plateau Mossi, du Moro Naba. Il a toujours été la personne désignée par le Moro Naba pour le représenter, et parfois les chefs supérieurs, pour le représenter dans des cadres bien déterminés. C'est quelqu'un en qui ils ont totalement confiance. Et bon, nous, on ne discute pas de leurs choix. D'accord. Les tests, là, quand vous parlez du code électoral, quand les CDP et les CFOP, ils ont envoyé la liste des 5 commissaires, qui a opiné par rapport aux propositions qu'ils ont eu à faire. Quand nous, en tant que majorité politique, nous avons envoyé nos listes des 5 commissaires, est-ce que la chefferie coutumière a eu à opiner par rapport à ça? Pourquoi c'est nous qui devons nous mettre, pourquoi c'est les politiques qui doivent se mettre à dicter à la chefferie? Non, on ne dicte pas, on fait des observations. C'est des observations ils ont fait des observations. J'ai vu. Ils ont attiré l'attention. Non, ils n'ont pas attiré l'attention. Ça peut être un précédent grave. Ils n'ont pas attiré l'attention. Ils ont dit clairement que parmi les chefs coutumiers, il y en a qui sont très bons, il y en a qui sont ceci comme ça. Il faut
enlever le Sao-Nava et le remplacer donc par un autre. Ils ont dit que la chefferie peut remplacer le Sao-Nava par n'importe quel autre Oui, mais représentant, qui n'a pas de couleur politique. Ce n'est pas à eux de dire ça. La loi a déjà donné ce pouvoir-là à la chefferie coutumière de désigner de manière souveraine son représentant au niveau de la CENI. Oui, mais la loi aussi dit qu'il faut que le président de la CENI soit de la société civile, donc il n'est pas à la fois, qu'il ne soit pas à cheval. La société civile, là, on considère que la chefferie traditionnelle et coutumière fait partie de la société civile. Oui, à partir du moment où il y a des soupçons de coloration politique, je dis que la loi, ce n'est pas mieux tout simplement de changer la loi a réglé ça. de représentant? La loi a réglé ça en disant que tous ceux qui sont commissaires de la CENI démissionnent du parti au cas où ils occupent donc pas un poste au niveau des organes dirigeants. Et c'est encadré. Quand vous êtes commissaire de la CENI, c'est encadré. Et si vous violez donc pas ce statut-là, vous êtes passible de sanctions. C'est ça qui est le plus important. Mais à partir du moment où ça fait polémique, est-ce qu'il ne vaut pas mieux justement que le Sao-Nava se retire? Pourquoi vous le voulez? Moi, je ne peux jamais mettre à la place de Moro-Nava, je ne peux jamais mettre à la place de la chefferie traditionnelle et coutumière pour leur suggérer ce qui est bien. D'accord. Voilà. Okay. C'est pas notre rôle. C'est une bagarre qui ne nous concerne pas. Qui ne vous concerne pas. Non, c'est une bagarre qui oppose les CEFOP à la chefferie traditionnelle et coutumière. D'accord. Alors, il y a aussi la communauté musulmane qui, par la suite, a changé de représentant. Oui, bon, depuis hier que j'ai vu la décision qui a été prise pour remplacer Newton Ahmed Bari par quelqu'un d'autre. M. Kafando. Voilà. Ça aussi, vous n'avez pas votre... Non, on n'a aucune appréciation à faire. D'accord. Merci. Monsieur Sawadogo, nous sommes en fin d'émission. Ça va très vite. Je pensais qu'on commençait. Merci d'être passé dans le fauteuil. Merci. Voilà, messieurs, ça sera tout pour ce numéro. Merci de nous avoir suivis. Excellent suite du programme sur BF1. Et à dimanche prochain avec un nouvel invité. Bonsoir.